Bonsoir YouTube et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va tout simplement faire une tech tech. Peut-être la première que je poste sur YouTube aujourd'hui. Donc une tech tech sur un Commander de Magic the Gathering en format Commander multijoueur. Voilà. Et donc, pour cette première tech tech aujourd'hui, on va faire ça simple. On va parler de deck équipement. Un deck équipement où le but c'est de défoncer la gueule de l'adversaire avec des équipements attachés sur une même créature, de défoncer ton adversaire, plus le suivant, plus l'autre suivant, puis après ça c'est pédé, on n'entend plus jamais parler. Et comme vous l'avez vu dans le titre évidemment, le deck de Commander que j'ai choisi, c'est tout simple. C'est Paladiamos de Ruiner, que je vais vous présenter de sitôt. Voilà. Je présente donc Paladiamos de Ruiner, qui est tout simplement mon Commander dont on va parler aujourd'hui. Voilà. Bref, avant de parler de Paladiamos, on va parler des origines de Paladiamos pour commencer. Je pense que ce serait une bonne idée de parler d'où il vient. Au lieu de commencer directement par le Commander, je pense que ce serait super intéressant. Paladiamos vient d'où? Ben d'abord, il vient de Légende. Voilà à quoi il ressemblait avant. Donc le avant, là, c'est... disons qu'avant, c'était pas la même chose. Donc, de base, dans le lore de Magic, en fait, c'est dans les tout débuts de l'histoire de Magic où il y avait 5 dragons. C'est en gros le très gros début de Magic, là, bien avant que d'autres personnages principaux arrivent. C'est genre 5 dragons qui se faisaient la guerre entre eux, qui essayaient de savoir c'était qui le plus fort entre eux. Je résume extrêmement bref. Bref. Donc, c'est 5 dragons qui se faisaient la guerre entre eux. Donc évidemment, on n'a pas la diamant, mais c'est pas vraiment le principal. On a d'abord Chromium, qui est tout simplement le deuxième dragon, qui est une 7-7 vol avec Rampage 2. Et en fait, tous les Zelda Dragons de Legends, en fait, ils ont tous, tu dois payer un mana de chaque couleur dans leur tricolorité, sinon t'es obligé de les sacrifier. Instantanément, on voit qu'ils ont déjà mal vieilli. Puis, Rampage 2, en fait, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une capacité qui fait que la créature, quand il se fait bloquer par des créatures, ben, il gagne un bonus de force et d'endurance en fonction du nombre des créatures qu'il a bloqué. Dans son cas, à lui, c'est Rampage 2, donc pour chaque créature qu'il a bloqué, il va garder plus de plus 2. Mais bon, ça reste quand même que ça coûte 8, juste pour quelques stats, c'est pas très bon. On a ensuite comment on l'écrit Viviti. J'aurais peut-être dû aller le chercher avant, mais on a aussi Nicol Bolas. Le fameux Nicol Bolas. Donc là, je vous montre la version Magic 2025, mais il apparaît pour la première fois dans Legends, évidemment. Qui, lui, quand tu fais des dommages à un adversaire, il est obligé de se défausser d'une carte. Donc c'est peut-être lui qui était le plus intéressant parmi les 5. C'est loin d'être un mauvais effet, même si c'est juste une carte pour un adversaire touché, donc une fois à la tour de table. Ensuite, on a Paladiamos, je l'ai déjà montré. Ensuite, il y avait Arcades. Arcade Sabot. Donc, encore une fois, ah tiens, c'est vrai, il est réapparu dans Dominaria Remaster, mais bref. Donc, lui, en gros, ça donne tes créatures dégagées qui ne sont pas attaquantes, plus 0, plus 2. Et donne plus 1, plus 0 à Arcades Sabot, qui avait du don. Donc, c'est juste des bonus d'endurance, mais ça sert pas à grand chose. Surtout qu'il est déjà très gros. Voilà, donc. Pas vraiment l'effet le plus puissant. On a dû aller ben ici Asmadi. Peut-être que si j'écris... Ah, le voilà. Donc là, Chris de lettre de Vaev ici Asmadi, qui est lettre dans Legends, on va pas se mentir. Qui lui gagne plus 1, plus 0 pour un noir ou pour un rouge ou pour un vert. On sait pas pourquoi ils sont wordés ça de même, mais bon. Bref. Donc, et enfin, le fameux Paladiamos. Oublié de mettre à elle. Le fameux Paladiamos, qui lui est juste une 7-7 Flying Trample. Ouais. Quand on voit ces 5 dragons-là, on sent que c'est des créatures qui sont super mal vieillies. D'ailleurs, pour l'anecdote, le format EDH, en fait, à la base, il vient d'un vieux format où, en fait, les seules créatures légendaires en Commander qu'on pouvait utiliser, c'était ces 5 dragons-là. Donc, pour reprendre le terme, Elder Dragon Highlander.
Voilà, pour être plus précis. Donc, t'avais le choix de choisir un de ces 5 dragons-là pour justement être capable. Pour justement jouer dans ce format-là. On s'entend que c'est beaucoup mieux aujourd'hui puis que tu peux jouer n'importe quelle créature légendaire. On s'entend là-dessus. Bref. Donc la raison pourquoi on n'a pas entendu parler avant un bout de Palladiamos, Chromium puis tout, ben en fait c'est parce que dans l'histoire, en fait, Nicol Bolas a fini par avoir son étincelle de Planeswalker qui se manifeste. Fait que faut savoir qu'à l'époque, dans le lore de Magic, à cette époque-là, où il y avait Nicol Bolas, il y avait Urza, il y avait les Planeswalkers étaient 1000 fois plus puissants qu'aujourd'hui. Je jure là, quand tu vois le Planeswalker d'Urza là, quand il se transforme dans Brassoir là, où tu vois le Urza plus le caillou, puis que ça ressemble ensemble, puis ça donne le Planeswalker Urza, là. Ben, en fait, là, à cette époque-là, là, ils étaient d'une puissance absolue. Pour en prendre une force dite dans une vidéo de la Tour de Commandement, Urza, il est capable de créer ou de détruire des mondes en un claquement de doigts. C'est ça. Voilà. Donc, du coup, tout ça pour dire que Nicol Bolas qui voit son étincelle de Planeswalker, là, les 4 autres dragons, ils ont juste aucune chance. Fait qu'il les a défoncés et du coup, ben, il y a que Nicol Bolas qui est resté finalement. Donc, ben, au final, ben, Nicol Bolas, c'est le seul qui a survécu dans cette guerre dragonique parmi ces 5 dragons-là. Après ça, ben, comme ils sont morts, ben, on n'entendra plus jamais parler jusqu'à Corset 2019, où les 5 dragons, dont Nicol Bolas, sont revenus à l'occasion, en fait, de Corset 2019, parce que dans cette édition-là, les développeurs en ont profité pour raconter les origines de Nicol Bolas, beaucoup plus précisément. Donc, évidemment, comme on s'y attendait, Nicol Bolas, on les retrouve, en fait, voyons. Excusez-moi, bref. Là, à ce moment-là, on les voit tout simplement revenir sous forme de créature, donc Nicol Bolas sous forme de créature. En fait, ils sont aussi... en fait, ces créatures-là font aussi référence aux anciennes versions d'eux autres à l'époque de Legend, justement. Donc lui, comme son ancienne version, ben, il fait défausser des cartes. Lui, il est juste meilleur parce que non seulement il coûte moins cher, mais en plus, il le fait à l'ETB, donc il arrive en jeu. Il fait défausser vos adversaires d'une carte. C'est vraiment mal. Ensuite, on a Arcades the Strategist, qui est le plus populaire des 5. Voilà, ça fait des créatures qui jouent sur une stratégie particulière qui consiste à jouer des créatures avec le Defender. Des gros murs avec énormément d'endurance pour les faire attaquer avec leur endurance au lieu de leur attaque. Voilà. D'ailleurs, j'ai failli me faire un deck Arcades Sabot à l'époque quand c'était sorti, mais quand j'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde qui l'utilisait, ça m'a moins tenté, voilà. Parce que moi, des fois, quand je vois beaucoup de monde utiliser justement un deck de Commander, plusieurs fois, je suis en mode, ça me tente moins de les utiliser, quoi. Ça veut dire, évidemment, des fois, ça m'empêche pas de créer un deck de Commander avec un Commander qui est très populaire. Par exemple, j'ai un deck Atraxa avec des marqueurs +1 +1. Mais voilà, c'est rare que je me fais un Commander très populaire. Ensuite de ça, on a Vaeviti Asmadi. Donc, la nouvelle version de Vaeviti Asmadi. Donc, à l'époque, c'était juste un dude qui gagnait des bonus. Lui, il fait plus vraiment référence à Legend. Donc, je me suis trompé en disant hey, salut la diable, j'espère que tu vas bien. Fait que. Bref. Donc, Vaeviti Asmadi, lui, en gros, c'est plus rigolo. Ça force les adversaires à chaque fois qu'ils l'attaquent pour chaque joueur, tu choisis un permanent, tu dois le sacrifier, puis ensuite, il fait un peu comme la première version de Etali. C'est-à-dire que tu révèles le top de ta librairie et chaque joueur met un permanent en jeu sur son contrôle. Bon, c'est plus permissif et c'est plus gentil que Etali. Parce que tu casses pas toutes les ordres des adversaires pour toi. C'est les adversaires qui récupèrent juste un permanent pour eux autres. Bref. Et si c'est pas un permanent, ben il reste sur le top. Il y a rien. Voilà. C'est calme de même, mais ça peut être très rigolo de faire un deck de commando. Ensuite de ça, on a Chromium, le Mutable. Donc, lui, par contre, avant, c'était juste du Rampage. Évidemment, il y a que Nicol Bolas et Palladiamos qui font référence à leur ancienne version d'avant. Donc, Chromium, lui, c'est juste une bête très chère, mais qui est quand même très facile à protéger. Parce qu'il suffit juste de déposer une carte pour lui donner Exprove et imbloquable en plus. Et en plus, il perd toutes ses habilités. Fait qu'une fois qu'il est devenu Exprove, bah. Mais c'est pas si grave que ça, parce que c'est juste un doute qui perd le vol, mais il devient juste imbloquable. Fait que c'est pas si grave que ça. Bref.
C'est un dude qui peut être faisable en deck de contrôle et tout. Et enfin, le commandeur dont on va parler aujourd'hui. Le fameux Palladiamorse. Qui lui est une Flying Vigilance Trample. Et qui a l'Exprove tant et aussi longtemps qu'elle peut infliger de dégâts. Et d'ailleurs, j'ai failli oublier un truc, mais pour revenir sur l'ancienne version de Palladiamorse, je vais vous trouver... Encore une fois, c'est une carte de merde, en fait, aujourd'hui. Je veux dire, déjà, rien que les versions... rien que les deux Achroma à 8 de mana sont déjà meilleurs que lui, en fait. Parce que, tu sais, ils coûtent exactement le même nombre de mana. Bon, pas la même valeur, mais quand même. C'est la même valeur de mana, mais ils ont des meilleurs stats, ils ont de la protection, tapochent les adversaires rapidement, instantanément en plus, juste pour être moins haut par rapport à lui. De toute façon, Achroma, dans tous les cas, il peut juste dire, ben écoute, tu passes à travers ton Palladiamorse, et il ne peut pas passer à travers moi parce que, dans tous les cas, Achroma Vigilance. Yeah! Bref. Et même en incommune, je peux facilement trouver des créatures pas chères, là. Je veux dire, attends. Ah! Attendez 2 secondes. Je peux facilement vous trouver des incommunes pas chères, là. Regardez ça. SP Mantis, une trop Flying Trample, pour seulement 4. Voilà. Ça, c'est déjà mieux parce que t'as pas besoin de l'entretenir pour qu'il survive dans cette histoire-là. Déjà là en partant. Ou encore. Voilà. Une Horizon Chimera, Flying Trample 3-2 pour 4. Flash. Pige une carte, à chaque fois que tu piges une carte, tu gagnes un point de vie. Voilà. C'est des incommunes que personne joue. Et ils sont meilleurs que Palladiamorse de l'époque. Par rapport à aujourd'hui. Bref! Tout ça pour dire que... ça a pas mal vieilli. Bon! On va arrêter de niaiser avec ça. Et du coup, c'est parti pour la présentation du Commander. Voilà. Donc, Palladiamorse, comme je l'ai déjà dit tantôt, c'est une 6-6 Flying Vigilance Trample pour 6, dont en rouge, un vert et un blanc. Et qui dit que, tant qu'il n'a pas infligé de dégâts, il a l'Exprove. Donc, ce que ça veut dire en gros, c'est que Palladiamorse, tant qu'il n'inflige pas de dégâts, va avoir l'Exprove. Merci Captain Obvious, merci de répéter ce que tu as déjà dit juste avant. Donc, ça veut dire que s'il s'engage pour infliger des dégâts, s'il tapoche une créature, s'il touche un adversaire, il perd instantanément l'Exprove. Donc en fait, comme je l'ai dit tantôt, c'est un deck équipement. Donc, l'intérêt en fait d'avoir une créature comme lui, alors que d'habitude les decks équipements sont plus dans les bicolorités Boros ou mono blanc, vu qu'effectivement les meilleures cartes sont en blanc et pas mal d'entre eux sont en rouge également. Donc certains pourraient me demander, mais pourquoi j'utilise lui comme commander, équipe qui donne vigilance? Ben pas besoin, il y a déjà la vigilance en fait. Ben, bref. Tout ça pour dire que... y en a qui pourraient me demander, mais pourquoi j'utilise pas un Commander Boros qui n'a pas que des stats, en fait? Parce que, concrètement, c'est ça, il y a que des stats, en fait. Tu sais, je veux dire, il y a pas un truc qui dit, quand tu casses des équipements, tu piges des cartes, tu peux attacher des équipements gratuitement. Bref. Tout ça pour dire que... pourquoi j'utilise lui et pas un autre deck? Bon, déjà, vous faites ce que vous voulez, mais... on peut choisir le deck de Commander qu'on veut, le Commander qu'on veut. Hein? D'ailleurs, sur EDH Rec, il y a moins de 200 decks qui sont postés avec lui, d'ailleurs. Mais voilà. La raison pourquoi j'ai décidé de choisir lui, c'est déjà, il y a des bonnes stats, il a l'Exprove, ça c'est un avantage non négligeable. Alors, même s'il perd automatiquement l'Exprove, c'est pas grave. Parce que dans le deck, vous allez voir, il va y avoir des équipements qui vont justement donner l'Exprove. Et avec ça, en fait, en jeu, ben, avec le fait qu'il ait l'Exprove, tu as largement le temps de commencer à pouvoir lui équiper des équipements, etc., etc. Et comme ça, il va pouvoir au moins tapocher une fois un adversaire sans être inquiété par un spot removal. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est qu'il a la vigilance de base, qui vole et qui... c'est des bonnes stats, quoi. Il y a déjà des bonnes stats de base. Fait qu'il défonce déjà l'adversaire juste en attaquant, même sans équipement, en fait. Et le troisième avantage, c'est qu'il apporte du vert. Eh ouais. On va y revenir plus vers la fin, le vert. Donc, mais sachez que le vert apporte quand même un avantage assez cool dans le deck. Bref. Mais bon, pour l'instant, une chose à la fois.
Et commençons par ce qui nous permet de booster notre créature, Paladiamorse, notre grosse créature bien vénère. Donc on va commencer par des équipements. Donc les bons équipements bien vénères. On va commencer par les plus petits Manacostes au plus gros. Donc d'abord j'ai le Commander's Plate. Le Commander's Plate qui donne +3/+3 et la protection contre toutes les couleurs qui ne sont pas de mon Commander. C'est pas le plus efficace ici parce que je vous rappelle que Paladiamorse c'est 3 couleurs, mais la protection contre le noir et contre le bleu en équipement pour 3 à notre Commander, c'est loin d'être un défaut. Bref, c'est très loin d'être un défaut. Ensuite, j'ai le Masterwork Ekinui. Très bon équipement pour un qui peut être tutorisable et qui en plus arrive en tant que copie d'un équipement que je contrôle. Super efficace pour copier un équipement si t'en as besoin d'un de plus. Le Shadow Spear, qui est très joué en moderne et qui permet justement de donner +1/+1 le Trample et le Lifelink. Justement, le Lifelink, ça c'est un truc qu'on sous-estime, mais gagner des points de vie, ça peut vous sauver le cul. Pour être vulgaire, ça peut vous sauver le cul. Avoir du gain life dans cette équipe-là. Et en plus, en bonus, il enlève l'expro, mais l'indestructible au permanent que les avancées à contrôle jusqu'à 20 du tour pour un seul incolore. Fait que c'est vraiment super fort. Ensuite, j'ai le Bloodforge Battle Axe, qui est un équipement qui donne +2/+0 et qui dit qu'à chaque fois la créature équipée inflige des dégâts à un joueur, tu crées une copie du Bloodforge Battle Axe. Donc un excellent moyen de créer des copies. T'attaches la copie sur ta créature, puis tu en crées 2 autres après, parce que la copie fait la même chose justement. Fait que super bon équipement. Très bon. Le dernier qui coûte 1, c'est le Déconstruction Armor qui coûte 1 blanc. Qui s'équipe pour 1, pardon. Donne +1/+1 et pour 3 et en l'engageant et en sacrifiant le Déconstruction Armor, tu détruis un artefact ou un enchantment ciblé. Ça, c'est un excellent moyen de gestion d'artefacts et d'enchantements. Ça, c'est vraiment cool. En équipement en plus, donc ça synergise avec le deck. Pour titre commune, c'est vraiment pas mal. Oui, parce que oui, c'est une carte commune. Parce que oui, il y a des communes et des incommunes qui valent le coup. Pour les Manacos à 2, j'ai le Swiftfoot Boot, classique, hein, dans tous les decks, même pas forcément Voltron, mais dans n'importe quel deck où ton Commander ou des créatures suffisamment importantes méritent d'être protégées. Pareil pour le Lightning Greaves, qui est laid, qui est moins bon ici. Parce qu'en fait, quand t'as juste un seul bonhomme, t'as pas envie de mettre de Lightning Greaves parce que ça va t'empêcher d'équiper ta créature après ça. Mais ça reste une autre bot qui permet de protéger ton dude contre les spot removal. Surtout après que t'aies déjà. Après que t'aies déjà équipé tes équipements sur ta créature en question. Ensuite de ça, j'ai le Trailblazer Boot qui donne la traversée des terrains non-base. Donc la traversée des terrains non-base, c'est une capacité qui dit que si la créature attaque un joueur, si ce joueur contrôle des terrains non-base, il peut juste pas le bloquer. Voilà. C'est aussi simple que ça, il peut juste pas le bloquer. C'est impossible. Et littéralement, tout le monde, presque tout le monde, va jouer des terrains non-base. Fait que ça, là, ta créature va être forcément imbloquable face à quasiment tous les adversaires. C'est impossible autrement. Ensuite, on a enfin un bon équipement qui donne des grosses stats. Le Black Blade Reforge, qui donne +1/+1 pour chaque terrain que tu contrôles. En plus, on est dans un deck vert, fait qu'on peut ramper en plus dans ce deck-là. Équipement de légendaire créature pour 3 et équipement pour 7. On a quelques créatures légendaires qui peuvent s'équiper facilement dessus. Notre Commander, ça coûte que 3. C'est juste un équipement qui donne des hosties de gros stats de fou. Ça coûte pas cher, c'est juste génial. Ensuite, le Fléau du Conquérant. Donc, je me rappelle plus c'est quoi en anglais, mais en gros, c'est un équipement qui donne +1/+1 pour chaque couleur parmi les permanents du contrôle. Donc, un maximum +3/+3. Et, tant qu'elle est attachée à une créature, les joueurs ne peuvent pas lancer des sorts pendant ton tour. Donc, un bon moyen d'empêcher les adversaires de vous casser les couilles pendant que vous équipez vos créatures, pendant que vous attaquez. Voilà. On passe maintenant au sort d'équipement à 3. Puis, donc déjà, le River Cleaver. Donc ça, c'est une carte qui permet de mettre beaucoup de trésors, donc possibilité de mettre plein d'équipements en jeu. Super bon, rien de plus à dire. Ramper comme du gros cochon avec du mana. Voilà, c'est ça qu'on aime bien avec ce petit gobelin, c'est évident qu'il veut chercher des trésors, lui, rien que pour lui. Le Two Axe, le Two End Axe, qui est quand même une super bonne carte de Baldur's Gate. Parce qu'en fait, ces cartes-là, c'est pas seulement un équipement, c'est aussi un sort. En instant pour 2 noirs rouges, tu peux tout simplement le casser en aventure puis donner double strike à une créature ciblée. Donc, déjà, c'est pas mal.
Puis derrière, tu peux le casser ensuite plus tard pour son coup d'équipement, donc pour 3 dont un rouge. Et qui s'équipe pour 2 dont un rouge. Et qui dit que la créature, quand il attaque, sa force est doublée. Ouais, sa force est doublée. Donc sur Paladiamos, il devient 12-6. C'est juste énorme en fait. Un autre moyen de protéger sa créature, et ça c'est surtout contre les mass removal qui détruisent des créatures, aussi contre les spot removal qui détruisent, l'incontournable coup de mithril donne indestructible à la créature équipée, qui s'équipe pour 3, mais qui surtout a le flash, et qui s'équipe automatiquement une créature légendaire. Donc ça va permettre de protéger ton commander en flash, ou n'importe quelle créature légendaire en flash, justement. C'est juste très bon. C'est pas juste très bon, c'est juste un bon moyen de protéger ton board. Et ensuite, dans les autres drop à 3, vous savez, il y a des équipements qui existent qu'on appelle les épées de Mirrodin. J'en ai 4 sur 10. La première, c'est le Sword of Forged Frontier. Donne +2/+2. Bon, c'est des équipements qui donnent +2/+2 et la protection contre 2 couleurs. Lui, c'est contre le vert et le noir. Le vert et le rouge, pardon. Quand la créature équipée fait des dégâts à un joueur, tu exiles les 2 cartes du dessus de ton deck et tu peux jouer un terrain de plus ce tour-ci. Et tous les épées de Mirrodin s'équipent pour 2. Donc c'est juste du grind, du ramp de plus, c'est juste très bon pour grind. Le Sword of War and Peace, c'est peut-être le moins bon des 4 que j'ai. C'est des très bonnes protections, mais je vous expliquerai ça plus tard. En gros, ça donne la protection contre le rouge et le blanc. Quand la créature équipée fait des dommages à un joueur, en fait, le joueur en question perd un nombre de points de vie égal au nombre de cartes dans sa main et tu en gagnes autant égal au nombre de cartes dans ta main. C'est pas un effet extrêmement fort, c'est surtout pour les protections contre les couleurs qui est très fort, parce que le blanc c'est la meilleure couleur de gestion et le rouge aussi c'est très bien aussi. La troisième épée, c'est l'épée de feu et de lumière. De feu et de lumière. De feu et de glace, pardon. +2/+2 protection contre le rouge et le bleu. À chaque fois que la créature équipée fait des dommages à un joueur, tu fais 2 dégâts où tu veux et tu piges une carte. Ça, encore une fois, c'est de la pioche de cartes. Et le dernier, le meilleur de tous, le Sword of Feast and Famine, qui s'équipe pour 2, qui donne la protection contre le vert et le noir et +2/+2. Et qui dit qu'à chaque fois que la créature équipée fait des dommages, ce joueur défausse des cartes, mais surtout, tu untapes tous tes terrains. Donc, juste un des meilleurs équipements de toute l'histoire de Magic, sans aucune conteste. C'est juste extrêmement puissant, en fait. Ensuite, le dernier équipement, avant de passer à la catégorie suivante, c'est le Ambercleave. Un équipement qui coûte 4 et 2 rouges en flash, mais qui coûte un de moins pour chaque créature attaquante que tu contrôles. Il s'attache automatiquement à une créature quand il entre en jeu et donne +1/+1, le Double Strike et le Trample à ta créature équipée. C'est vrai que c'est un équipement qui peut coûter cher, mais le Double Strike, c'est clairement loin d'être de trop. Il peut coûter moins cher avec plusieurs créatures qui attaquent. Bref, un superbe équipement, malgré sa valeur de mana qui coûte très cher. Bon. Là, vous avez vu, on est quand même bien armé pour équiper notre Paladamors. Mais le problème, c'est que notre Paladamors, on aura beau faire ce qu'on veut, ça arrive des fois qu'il se fait gérer. Je veux dire, Paladamors de jeu il coûte 6, il peut se faire counter, donc s'il se fait counter, t'es dans le mal. Donc on peut pas se contenter de Paladamors comme créature équipée. Il faut en posséder plusieurs, des créatures. Et c'est là la difficulté d'un deck équipement, parce que quand tu veux construire un deck équipement, il faut que tu équilibres le nombre de créatures dans ton deck pour les équiper et le nombre d'équipements à mettre dans ton équipement. Parce que si tu t'en trouves avec plein de créatures mais pas d'équipement, ton deck fait rien. Si t'as plein d'équipements mais pas de créatures, ben ton deck fait rien non plus. Voilà. Donc il faut mettre des créatures dans le deck. Obligatoirement. Je vais vous montrer plein de petites créatures à équiper. Je commence avec le Fervent Champion, que j'aime beaucoup. C'est une créature 1-1 First Strike Ace, pour un rouge. Il y a la capacité qui donne +1/+0 à un autre chevalier, on s'en calisse complètement. L'important en fait c'est ici, les coûts d'équipement, les équipements habilités pour attacher au Fervent Champion, ça coûte 3 de moins. Ça là, ça va tellement permettre de faciliter l'équipage de ce Fervent Champion là. Mais un autre avantage, c'est qu'il attaque tout de suite en entrant en jeu. Ça veut dire que tu peux poser en jeu, mettre plein d'équipements, certains pour gratuit en plus, et attaquer avec directement les adversaires sans prévenir. Et qui coûte qu'un rouge. Donc, ne pas sous-estimer le Fervent Champion. C'est une superbe carte.
Pour 2, ensuite, on a le Swift Blade Vindicator, qui est juste une bonne créature avec des stats à équiper. Double Strike, Vigilance, Trample, 1-1 pour un blanc et un rouge. C'est juste très bien. Une autre créature avec le Double Strike pour 3 dont 2 blancs. 2-2 pour 3 dont 2 blancs. Double Strike, protection contre le noir et le vert. C'est juste une bonne créature à équiper. Kazulta le Collector, une des meilleures créatures du deck. Parce que tu peux payer 0 pour attacher un équipement dessus. Donc tu peux le faire tous les équipements dessus. T'approcher avec. C'est juste une des meilleures créatures en rouge pour les decks d'équipement. Simplement. Que tu peux juste accumuler plein d'équipements. Poser lui en jeu. Bla! Bla, bla, bla. Voilà. Tout dessus. Ensuite, on a Danita Capashen Paragon. Encore une bonne créature avec des stats. Mais qui en plus. Donc, il y a First Strike, Lifelink et Vigilance. Les sorts d'aura et d'équipements que vous lancez coûtent un de moins. Une bonne manière de caster plus rapidement des équipements. En plus d'avoir des bonnes créatures avec des stats. Ensuite, j'ai Eowyn, Lady of Rora. Donc, une 2-4 pour 3 dont un blanc. C'est-à-dire qu'au début de ton combat, une créature ciblée a First Strike et Vigilance. Il y a First Strike ou Vigilance. Si cette créature est équipée, ben il y a les deux capacités d'un coup. Et les coups d'équipe coûtent un de moins à jouer. Toujours bien d'avoir ça avec nous. Ensuite, une excellente créature que j'ai ajoutée très récemment. Killan, Fey-Blooded. Une 2-2 pour 3, une 2-2 Double Strike pour 3 dont un rouge. Dit que les autres créatures ont plus 1, plus 0. Et pour chaque aura et équipement attaché dans Killan. Ça là, c'est en synergie avec un équipement dont on va parler plus tard. C'est génial, c'est génial. Mais surtout qu'en plus, t'as littéralement un Openzer Amori en rituel dans son côté aventure. Parce que c'est concrètement ça, le Brainwright Boom. Tu t'en vas chercher un aura ou un équipement, tu le mets dans ta main. C'est littéralement ça. Donc c'est une carte de tutor, plus un dude qui double strike, qui taboche fort. C'est génial en fait. Pour 3 également, j'ai acquis Fearless Voyager. Permet de piocher des cartes à chaque fois qu'il y a un ou plusieurs créatures que tu contrôles et qui sont équipées attaque. Mais surtout, il peut protéger tes créatures en détachant un équipement pour un blanc et de lui donner indestructible. Après, tu l'engages, certes, mais au moins, c'est pour le mieux de ta créature. C'est pour le protéger vraiment comme du monde, là. T'es obligé, quoi. C'est la pioche plus la protection pour elle. Ensuite, à la fois du gride et surtout à la fois une carte qui facilite l'équipement, l'Astar Bearer of Blade. Qui est une 4-4 pour 4, dont un blanc et un rouge. Tu regardes les 7 cartes du dessus de ton deck quand il entre en jeu. Tu révèles un équipement ou un véhicule. Bon, le côté véhicule, sont encore lisses, parce qu'il n'y en a pas. Puis on met l'équipement dans notre main. Les coups d'équipement coûtent un de moins à jouer. Encore une fois, ça facilite grandement le coût des équipements de tes cartes, tes équipements. C'est extrêmement fort. Ensuite, j'ai Danita Benalia Hope, la même édition de Dominaria United. Toujours, comme Danita, comme elle aime le faire, c'est une créature avec des bonnes stats, donc Vigilance, First Strike, Lifelink. En 4-4 cette fois-ci. Et qui dit que quand tu rentres en jeu, tu peux mettre un équipement ou un aura de ta main en jeu ou depuis ton cimetière. Donc ça, c'est un bon moyen de récupérer un équipement depuis ton cimetière. C'est juste, c'est un très bon effet. Ouais. Ensuite, j'ai Nairi Forge in Fury. Affinité des équipements. Tout à la base 6 dont un rouge et un blanc, mais il y a affinité des équipements, donc ça peut potentiellement coûter beaucoup moins cher. Potentiellement coûter que 2 mana. Il dit qu'à chaque fois qu'une créature équipée que tu contrôles attaque, tu exiles la carte du dessus de ton deck, tu peux jouer cette carte de ce tour-ci. Si c'est un équipement, ben, tu peux caster les équipements sans payer leur coût. Possibilité de caster des équipements gratuitement. Nice. Et enfin, peut-être une des moins fortes créatures que je trouve, parce que j'ai pas eu l'occasion de beaucoup l'utiliser, Aki Battle Squad. Il dit qu'à chaque fois qu'un ou plusieurs créatures modifiées que tu contrôles attaque, tu les untapes et tu as une force d'attaque supplémentaire. Ça ne trigger qu'une seule fois par tour. Donc, évidemment, parce que sinon, ça serait combo infini, évidemment. Bref. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, une créature modifiée, c'est un terme qui est utilisé dans Kamigawa Neon Dynasty. Et ça représente les créatures équipées qui sont enchantées par des auras. Ou tout simplement des créatures avec des marqueurs. Simplement. Voilà, donc ça c'est surtout pour des forces de combat supplémentaires. Mais c'est peut-être une des cartes que j'aurais peut-être tendance à enlever. Après, il est encore dans le deck, mais bon. C'est surtout parce qu'il coûte extrêmement cher, je trouve. Bref. Voilà. Bon,
Bon, c'est bien beau dire qu'on a des créatures à équiper et des équipements et tout, mais... Je pense que ce serait plus facile si on avait des cartes qui faisaient les deux rôles à la fois. Eh ouais. Et ça tombe bien parce que j'en ai plusieurs des cartes comme ça. On va passer à la prochaine catégorie. Les, à la fois des équipements et des créatures. Donc, c'est ça génial. On va commencer avec Nittlekiss, qui gagne +1/+1, la créature équipée gagne +1/+1. Et, pour chaque artefact et enchaînement que tu contrôles, équipement pour 2, et ça coûte 3. En fait, ça fait partie de 3 créatures, 4 cartes qui créent automatiquement une créature pour s'attacher dessus. Donc, lui, c'est le Living Weapon. Les deux autres que je vais vous montrer ont le Living Weapon également. Je pense que vous l'aurez déjà deviné si vous connaissez un peu les decks équipements, vous avez peut-être déjà deviné lequel je vais utiliser. Donc, Nittlekiss d'abord. Ensuite, Kaldra Complete. Le fameux, qui est également joué en moderne. Et qui dit indestructible. L'équipement est indestructible, les manques de genre bataille pas fort. La créature équipée comme +5/+5, Trample, First Strike, indestructible, Haste. Et ainsi que la capacité de quand la créature fait des dommages à une créature, tu l'exiles. Tu exiles toutes les créatures qui lui fait des dommages. Nice. Et ça s'équipe pour 7. Mais en fait, c'est parce que tu le casses, t'as déjà une créature avec laquelle il est attaché. Donc une germe 0/0. Et bien sûr, le célèbre Batterskull. Le fameux +4/+4 Vigilance Lifelink. La raison pourquoi le fameux Stormforge Mystique a été banni pendant un bout. Donc c'est parfait quoi. C'est des bonnes stats, ça donne lifelink, donc du gain de life. Ça te permet de tenir sur le terrain, ça a de la vigilance. C'est un très bon équipement quoi. Ça coûte cher évidemment, mais c'est normal, c'est parce que c'est très bon. Le dernier équipement qui crée un bonhomme qui s'attache automatiquement à lui, c'est pas un Living Weapon, c'est pour Mirodin. Donc en fait, ça va créer une 2/2 rebelle avec l'équipement qui va s'attacher dessus. Donc, un équipement qui coûte 3 dons en blanc et en rouge, la créature équipée a Double Strike, et les coups d'équipement que tu actives, les autres équipements que tu contrôles, coûtent un de moins à jouer. Malheureusement, lui-même compte pas, et ça s'équipe pour 5 dons en blanc et en rouge. Encore une fois, une diminution de coût d'équipement, ça permet de facilement équiper tes équipements sur d'autres créatures. Voilà. Et ça s'équipe automatiquement à une 2/2 qui va être Double Strike. Ensuite, j'ai 4 derniers équipements et créatures, qui sont assez particuliers et qui viennent tous... Non, excuse, 4, c'est pas 4, c'est 3. J'ai ensuite 3 créatures slash équipements qui marchent un peu de particulier. J'ai d'abord un Lion Satch, qui est 1 pour 2 dons en blanc. Puis pour un blanc, tu exiles une carte de cimetière. Si c'est une carte de permanent, il gagne un marqueur +1/+1. Et il gagne +1/+1. La créature équipée gagne +1/+1 pour chaque counter +1/+1 sur le Lion Sash. Et il y a reconfiguration pour 2. Alors, je vais expliquer comment marche la reconfiguration. Donc c'est une partie un peu chiante. Mais en gros, si, admettons, il gagne équipement pour 1, il y a Astor par exemple, tu peux pas utiliser sa capacité d'équipement. Malheureusement. Parce qu'à ce moment-là, s'il n'est pas attaché à une créature, si c'est toujours une créature à ce moment-là et qu'il n'est pas attaché à une créature, comme c'est toujours une créature, tu peux pas utiliser la capacité équipe. Tu vas pouvoir le faire uniquement que dès qu'il est reconfiguré sur une créature et donc est devenu un pur équipement. Là, à ce moment-là, tu peux utiliser sa capacité équipe. Mais tant que c'est une créature, tu peux pas malheureusement. Cela dit, cette précision est en fait. Donc ça, c'est une solution anti-cimetière pour casser les couilles à ceux qui font du cimetière. Donc, voilà, on se casse pas la tête avec ça et on exile les cartes gênantes telles que le Sportfrog, hein? Le petit tabarnak de Sportfrog de merde bien casseur. On a le Lizard Blaze qui donne tout simplement Double Strike avec reconfiguration pour 2, pour 2 dons en rouge. Voilà. Et qui a lui-même Double Strike 1-1. Voilà. Bonne créature équipée en plus à la base. Et enfin, l'une de mes cartes préférées du deck, Kaminu Battle Armor, qui vient du deck Shiziro. 2 menaces pour 3 dons en rouge, sa reconfiguration pour 4, donc c'est un peu cher, mais je vous garantis que ça vaut la peine. La créature équipée a +2/+2 menaces, mais surtout, à chaque fois que le Battle Armor ou la créature équipée par le Kaminu Battle Armor fesse dans un joueur, ses créatures à lui sont goatées. Ou, pour être plus précis en français, ils sont incités. Voilà. Ça veut dire que toutes les créatures adverses, ils ne casseront pas les couilles, pendant que toi, tu peux continuer à tapocher dessus,
Parce que tu sais qu'il y a un énorme board, fait que tu profites de lui pour taper sur les autres adversaires sans avoir besoin de te casser les couilles et taper sur les adversaires. C'est tellement fort et cave ça, comme quand vous avez pas idée à quel point. C'est un des équipements, c'est un de mes équipements préférés du deck au complet. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et enfin, un cas particulier, Alvar, dieu de la bataille, qui est une 4-4 pour 4 dont 2 blancs. Les créatures qui sont enchantées ou équipées ont double strike. Et au début de chaque combat, tu peux attacher un aura ou un équipement qui était attaché à une créature vers une autre créature. Ça, c'est un peu particulier parce que ça, c'est une carte double face. Donc, soit tu le casses pour son côté dieu, soit tu le casses pour son autre côté. Dans son cas à lui, étant équipement, bien entendu. Donc, vous pouvez soit le casser pour son Alvar, ou le casser pour le Sword of the Realm, qui donne plus 2, plus 0 et vigilance. Équipement pour 2 dons à blanc, et qui coûte 2 dons à blanc. Quand la créature meurt, tu le retournes dans ta main. Voilà. Donc, tu vas passer par le cimetière d'abord, puis revenir dans ta main après. C'est un bon moyen d'éviter de perdre tes créatures. Tellement face à un spot removal. Bon, pas contre tout non plus, parce que si c'est un truc qui exile, il va rester exilé pareil, donc... Mais c'est quand même sympathique de pouvoir ramener un doute dans ta main pour ensuite le ramener en jeu et lui remettre tous les équipements en jeu directement. Voilà. Après, ça dépend de la situation. Si t'as besoin d'une créature, tu poses Alvar à la place, mais si t'as besoin d'un équipement, tu poses lui à la place. Voilà. Voilà. Ça fait partie des meilleures cartes de... Ça, c'est vraiment des très bonnes cartes parce qu'ils font les deux rôles à la fois et ça facilite, quand tu veux construire un deck équipement, en fait, de mettre ce genre de créature-là dans le deck. Bon! La prochaine catégorie, on va passer un peu à un truc style fourre-tout, quoi. Donc, on va passer style... Il y a plein de catégories là-bas qui se mélangent un peu. On a de la value, on a du ramp, on a des trucs qui facilitent le jouage d'équipement, de la protection, etc. De la pioche, etc. Bref. Voilà. Donc on va commencer par des trucs qui nous permettent d'attacher gratuitement des équipements mais qui ne sont pas des créatures. Donc je les ai pas mis dans la catégorie des créatures. Certains je les ai mis à part, d'autres créatures je les ai mis à part parce que c'est pas vraiment des créatures qui sont faites pour être équipées parce qu'ils ont des bonnes stats, mais des créatures qui sont faites pour tout simplement... ouais, vous allez voir. On commence donc avec la puissante Cigar de Hate, un enchantement qui dit que tes auras et tes équipements flash. Et que quand un équipement entre en jeu, t'attaches automatiquement un équipement sur l'équipement en question sur une créature ciblée. Donc, ça, là, combinaison avec le fameux Colossus Hammer, là. Et boy, que ça fait mal en esti de tabarnak. Donc, tu poses un Colossus Hammer, tu donnes plus 6 à une créature équipée pour 1. T'attaches automatiquement. Donc, c'est pas pour rien que c'est une combo qui est jouée en moderne, hein. Poison You, également joué en moderne, mais en 1 ou 2 exemplaires. Permet de ramener un équipement depuis ton cimetière en jeu. Et qui, derrière, en plus, permet d'attacher un équipement gratuitement au début de chacun de tes forces d'attaque. Une fois par tour, en fait, pour être plus précis, pardon. Donc, une fois par tour, tout simplement attacher un équipement pour 0 gratuitement sur une créature. Ensuite, il y a de la protection dans le deck. Il n'y a pas que des équipements qui donnent Exprove. Donc, c'est plutôt de la protection autre. Donc, Bar Charm qui donne indestructible au permanent que l'on contrôle. Donc, admettons qu'il y a un gars qui joue à un truc qui détruit tous tes équipements, c'est la meilleure carte. La main des runes, donc qui permettent de donner la protection contre toutes les couleurs à une créature ciblée. Attention à son utilisation parce qu'on a des équipements colorés dans le deck. Donc, si tu vois que tu as des équipements rouges dans le deck, tu décides de donner à une créature la protection contre le rouge, tous les équipements rouges se détachent automatiquement. Faites très attention à l'utilisation de la main des runes. Vous n'aurez pas ce souci également avec Skrelv. C'est une créature légendaire à pouvoir pas bloquer avec Toxic 1 pour un mana Phyrexian blanc, donc soit 2 points de vie, soit un mana blanc. Tu l'engages, tu choisis une couleur, l'autre créature ciblée gagne Toxic 1 et Exprove contre la couleur choisie et peut pas être bloqué par des créatures de la couleur choisie. C'est évidemment un Mother of Rune, une maille des runes en moins bien, mais ça reste toujours cool d'avoir un autre dude qui permet de protéger ta créature contre des spots removal. On a ensuite la gestion aussi, hein, soit du plus cher, hein. Un classique, hein. Wrath of God. Détruire toutes les créatures. Voilà. Et qui peut pas être régénéré. Évidemment, je suis conscient qu'il y a largement mieux en termes de destruction de créatures. Vanquish the Horde, par exemple. Ça peut facilement remplacer un Wrath of God, ça c'est sûr. Ensuite de ça,
Celui-là, j'aurais peut-être dû le mettre dans la... Là, on est rendu dans la pioche ici. Dans la pioche / tutor. Et en fait, lui, j'aurais peut-être dû le mettre dans les créatures qui mériteraient d'être dans la catégorie des créatures équipées. Parce qu'en fait, certes, à chaque fois qu'un équipement arrive en jeu du Pigeon Card, donc c'est très très fort en soi. Mais en plus, si t'as le Metal Craft, qui consiste à avoir 3 artefacts en jeu que tu contrôles, une des conditions d'activation les plus misérables et les plus faciles à faire de tout Magic, un déséquilibrage absolument monstrueux. En fait, tous tes équipements ont équipement pour 0. Voilà. T'équipes gratuitement à toutes tes créatures avec tous les équipements. C'est juste une évidence dans tous les decks d'équipement. Voilà. En termes de pioche, j'ai aussi SRAM, évident. 2-2 pour 2 dons à blanc qui dit que tu piges une carte à chaque fois que tu castes un aura, un véhicule ou un équipement. Ensuite, j'ai plein de tutors dans le deck. Déjà, c'est le Fighter Class. Permettre de tutoriser un équipement quand ça entre en jeu pour un blanc et un rouge. Mais il y a aussi 2 affaires là-dedans si tu veux monter de level. C'est cool. Pour 3 dons en rouge et un blanc, il monte au niveau 2 et tous tes coups d'équipe coûtent 2 de moins à lancer. C'est déjà pas mal. Et en le montant au niveau 3 pour 5 dons en blanc et un rouge. Ben quand chaque fois qu'une créature que tu contrôles attaque, jusqu'à une créature ciblée, tu dois le bloquer si possible. Tu forces un dude à bloquer ton dude si tu veux t'en débarrasser, admettons. Si, admettons, t'attaques un gars, mais que le gars, il y a une créature que tu veux absolument qu'il crève, tu le forces à bloquer et c'est vraiment sympa. Donc c'est aussi un moyen de gestion que t'arrives à payer le mana pour. C'est ton force physique? Évidemment, j'avais déjà mentionné, mais évident, hein, tu t'en vas tutoriser un équipement puis tu peux les mettre gratos en jeu en plus. Il a été banni pendant un bout du moderne, mais qui est revenu depuis un bout. C'est génial. Impérial Recruteur, donc ça permet justement de... Lui, c'est pas un tuteur d'équipement, mais un tuteur de créature. Lui, il va aller chercher des équipements. Ben non, des équipements. Il va aller chercher surtout des bonnes créatures, justement pour soit la pioche, soit à équiper. Genre, et j'en ai très souvent des créatures qui ont des forces de 2 ou moins. Donc, un tuteur comme ça, c'est parfait, c'est suffisamment versatile, ça mérite son emplacement dans le deck. Un tuteur d'équipement style Shepherd Gift. Tu vas chercher un équipement, tu le mets dans ta main pour seulement un blanc. Open the Armory. Donc, là, il est en chinois, mais vous le savez, j'en ai déjà parlé. Donc, tu t'en vas chercher un aura ou un équipement et tu le mets dans ta main. Voilà. C'est simple comme bonjour, en fait. Ensuite de ça, on a la rampe. Il n'y en a pas tant que ça. Et c'est évidemment majoritairement des artefacts. Chromatique lanterne, vu qu'on est avec 3 couleurs. Donc, on fait le vert, le blanc et le rouge. Arcade Cilia. Voilà. Avec 3 couleurs. Sur le ring. Ça, c'est une carte que vous pouvez enlever parce qu'il y a beaucoup de gens qui détestent cet artefact, mais il est dans tous les decks de Commander, fait que forcément, il est dedans. Et le Boros Signet. Un signet qui coûte 2, c'est toujours sympa à avoir. Pour un, tu l'engages, tu fais un rouge et un blanc. Bon, à cette heure, parlons des terrains. Bon. On va passer vite fait sur les terrains tout simplement évidents. Donc, on va passer vite fait sur les terrains qui sont assez évidents. Donc, j'ai quelques temples, des Battlelands, des chocs, des temples, des Passways aussi, des Slowlands, des chocs, des Fetchlands aussi. D'ailleurs, j'ai un lac de montagne bouillant. Ne dites pas le contraire, c'est très classe comme nom. J'ai même un Juggernaut, Camp plus 7, bref. Vous commencez à comprendre le principe. J'ai un Signaland que j'appelle. Ashland, Arimessa, Exotique, Sunpass, Jetmere Garden, le Triome, le Temple des Défauts Dieux que je mets dans tous mes decks verts. Bref. À quelques exceptions près, évidemment. Voilà. Même un Scattering Grove qui peut se recycler pour piger une carte, comme le Triome, Fetchland, Commander Tower, le classique. Bon. Ça c'est des lands que vous connaissez un petit peu plus. Maintenant, il y a quelques lands assez particuliers dans le deck. Bon, déjà, c'est le Sayer Strangle. C'est pas le meilleur land du lot, mais il donne Haste et plus 2, plus 0 vigilance également. Pour un rouge et un blanc et en l'engageant. Donc, un terrain qui rend une de tes créatures plus agressif. Comme on est dans un deck artefact, j'ai le Spear Industry qui donne de la mana colorée en payant un point de vie si tu contrôles un artefact. Ou du colorless. Et enfin, les deux derniers qui sont les plus intéressants. Le Asgard Amori. Qui arrive engagé, qui donne du blanc. Pas terrible. Mais, pour 4 dont 2 rouges et un blanc, et en l'engageant, et en le sacrifiant, tu t'en vas chercher un aura ou un équipement et tu le mets dans ta main.
c'est juste un excellent équipement, en fait. Simplement. Et pour terminer, j'ai évidemment le fameux Épopée d'Urza. Oui, c'est le nom en français et c'est très classe, ok? Donc, Urza Saga, donc chapitre 1. Donc, c'est en fait une carte très particulière parce que c'est un enchantement land. Voilà. Donc les corps enchantements, ça peut le casser et au dernier chapitre, tu perds le land. Donc, chapitre 1, tu l'engages pour du colorless. Chapitre 2, tu payes 2, tu peux payer 2 et l'engager pour tout simplement créer un château de Curse Shock en 1 fois le nombre d'artefacts que tu contrôles. Ça peut être pratique, ça peut te donner des dudes à équiper. Et enfin, chapitre 3, tu t'en vas chercher un équipement. Non, tu t'en vas chercher un artefact avec une valeur de 0 mana générique, 1 mana générique. Et ça, là, c'est pas genre comme dans certains decks où tu mets Urza Saga puis qu'au final, quand tu sacrifies, tu t'en vas juste chercher un Sol Ring. Ça, là, on peut faire mieux que ça. Là-dedans, on peut aller chercher tous les équipements avec une valeur de 1 incolore. Donc, slash, tu peux sacrifier, t'es pas obligé d'aller chercher un Sol Ring, tu peux aller chercher un Commander's Plate, le Master of Ingenuity qui peut arriver en tant que copie de n'importe quel équipement. Donc, si t'as déjà une épée, n'importe quel équipement extrêmement puissant, ben, il arrive en tant que copie de cet équipement-là, bravo, hein, un tuton pour Shadow Spear, si t'as besoin du lien de vie, si t'as besoin de garder de la vie, Bloodforge Axe, par contre, pas la déconstruction à mort, parce que ça a une valeur de 1 blanc. Voilà. Ça, tu peux pas aller chercher parce que ça n'a pas une valeur de 1 incolore ou de 0 incolore, c'est 1 blanc, donc tu peux pas aller chercher. Mais voilà. Ces 4 petits équipements-là, en plus du Sol Ring, tu peux aller les chercher avec Urza Saga. Fait que d'où le fait qu'il est meilleur dans ce deck-là que dans plein d'autres decks basés sur les artefacts, en général. Bref! Urza Saga, c'est un excellent terrain. Bon là, depuis tantôt, là, j'ai dit un peu que le vert, il avait son utilité, mais j'ai pas encore montré de carte verte dans ce deck-là. Mais croyez-nous ou non, mais dans ce deck vert, il y a quand même des très bonnes cartes qui justifient l'utilisation de Paladiamorse. Voilà. Donc du coup, on va terminer par les cartes vertes qui justifient l'utilisation du vert dans ce deck-là. Et on va pas dire genre, ouais, le vert ça sert à rien, pourquoi tu joues pas un deck Boros? Allez voir. Donc déjà, on a une carte de rampe, Nature's Law. C'est un peu facile, là, ça permet de chercher une forêt et tout. J'ai de la gestion d'artefacts et d'enchantements avec Crossing Crypt. Voilà. En plus, ça split sa gueule, fait que les adversaires peuvent rien faire quand tu veux casser un artefact ou un adversaire en face. Toujours utile. En fait, j'ai d'autres effets de protection. Donc, c'est Skills Guard, qui est un instant qui coûte 1 vert et X, et qui dit que tu peux mettre un marqueur plus absorbe sur jusqu'à X target créature. Tu cibles tes créatures pour les modifier, et ensuite, les équipements et les créatures modifiées ont X-Move. Voilà. C'est moins fort que Heroic Intervention, mais ça reste une bonne carte à ajouter en plus de Heroic Intervention, évidemment. C'est juste une très bonne carte en fait derrière des équipements. Et une autre carte de protection qui en vert. Donc lui, il coûte 5, dont 3 mana hybrides de vert-blanc. Et qui dit que tes autres permanents ont X-Proof. C'est un bon moyen de protéger ton commander ou ta carte que tu veux équiper avec des équipements. Et protéger des équipements derrière. Voilà. Une autre bonne carte verte dans ce deck-là. Et enfin, justement, en parlant d'équipements, oui, on a des équipements en vert. Et franchement, là, c'est des bons équipements. On va commencer tranquillement avec le Glowing Cap Lanterne. Un équipement qui coûte 1 vert et skip pour 2. Et qui dit que quand la créature équipée A, tu peux regarder la carte du dessus de ton deck quand tu veux. Et à chaque fois que la créature équipée attaque, explore. Enfin, il l'explore. Donc la créature qui explore, en fait, c'est tu révèles la carte du dessus de ton deck. Si c'est un terrain, tu le mets dans ta main. Ensuite, si c'est pas un terrain, la créature va gagner un marqueur plus 1/+1. Et la carte du dessus de ton deck, tu peux le choisir entre soit le laisser sur le top, soit le mettre dans ton cimetière. Un surveille 1, en gros. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, certains, évidemment, vont me dire que c'est un équipement qui pourrait facilement être remplaçable par n'importe quel équipement, c'est le Mask of Memory ou d'autres cartes qui fait piger des cartes. Mais je préfère celui-là parce qu'il peut booster la créature. Mais on va y revenir sur des équipements que j'ai pas mis dans le deck, des cartes possibles à mettre et tout. On va y revenir. Prochain équipement en rouge et vert, Match Slayer, qui vient justement du deck de Shizuru, encore une fois. Qui s'équipe pour 3, qui coûte 1 vert, 1 rouge et un incolore. Et qui dit qu'à chaque fois que la créature équipée attaque, fait des dommages égales à sa force à un joueur ou un planeswalker qui l'attaque. Donc déjà, en partant,
fait des dégâts à distance sans avoir besoin d'attaquer. Bon. Là, le problème, c'est que comme c'est du deal damage, la créature va perdre. Le Paladiamos va perdre X-Proof. C'est un petit peu dommage. Mais il peut faire des dégâts sans avoir besoin d'attaquer. Et c'est égal à la force. Donc, si ta créature est déjà bien boostée, il va fesser déjà très fort là-dedans, sans même avoir besoin de toucher l'ensemble. Genre, voilà quoi. C'est une créature qui a 10 de force, qui fait 10 à distance. Imagine en plus si ta créature est de boss strike en plus. Là, à ce moment-là, on pourrait quand même le dire, c'est du triple strike, là, littéralement. Là. Donc, il y a un équipement avec beaucoup de potentiel. Ensuite, juste un équipement très fort, qui était dans le deck de Warhammer, le bon de sabre, qui s'équipe pour 3, qui coûte 3 dons en vert. Et qui dit que la créature qui est équipée à chaque fois qu'il attaque, ben, il gagne 4 marqueurs plus 1 plus 1. Donc, un boost qui est permanent. Même si tu perds l'équipement, la créature garde ses marqueurs plus 1 plus 1. 4 marqueurs plus 1 plus 1 à chaque attaque. C'est vraiment fort. C'est très très fort comme carte. Et c'est une carte qui est en vert en fait. Tu peux pas le jouer dans un deck Boros classique et tout là. Et on parle d'un équipement qui donne un boost permanent. Enfin, sauf s'il y a un d'autre qui dit j'enlève des counters, mais ça c'est. Ça arrive quasiment jamais. Bref. C'est tout simplement un excellent équipement en fer. Un des meilleurs équipements en vert en fait. Et enfin, la dernière carte dont on va parler de ce deck-là, le Sceptre de Célébration, qui vient d'un deck de New Capenna, qui s'équipe pour 3 également, et qui coûte également 3 dons en vert. La créature a plus 2, plus 0 et trample. Et enfin, et surtout, à chaque fois que la créature équipée fait des dommages à un joueur, créez autant de jetons de citoyens verts et blanches 1-1. Ça peut paraître un petit peu hors thème, par rapport à l'équipement, mais déjà, ça va tout simplement régler en grande partie l'un des pires défauts de tous les decks Voltron existants du monde. Les gaulistes de tabarnak qui veulent te forcer à sacrifier des créatures. Oups. Donc, tout ça pour dire, voyons. Excusez-moi, pourquoi je le vois pas? T'es en train de chercher la fenêtre, t'es censé être là. Ah, ok, ouais, je comprends. Ah, si calice de... Si calice de... Attendez. C'est vrai qu'il a décidé de le fermer tout seul. Là, excusez-moi, je reviens juste sur le site... voyons, calice. Oh, merci. Donc, excuse-moi, j'en remets juste l'image. Là. Ah. Donc, désolé de cette pause absolument désagréable. Donc, voilà. Donc, ça va régler, comme je disais, ça va arranger un des pires défauts du deck, c'est d'avoir les dos qui te forcent à sacrifier des créatures. Donc, des cartes comme Grave Pact, des cartes comme Dictator Variables, le Vampire de Zendikar qui permet de faire ça également. Ou même la Sholdred, hein. La première version de Sholdred, hein. Celle-là, ouais. Donc, même la première Sholdred, hein, qui fait ça, hein. C'est ça, là, c'est vraiment des cancers pour ton deck. Parce que te forcer à sacrifier ta créature, c'est généralement te forcer à sacrifier la créature avec plein de bons équipements dessus. Et qui vont très généralement pouvoir le répéter. Donc, t'es genre bloqué tant et aussi longtemps que t'as pas défoncé la créature ou la carte en face de permanent. Voilà. Donc, et du coup, avec le Sceptre de Célébration, ça va te permettre justement d'avoir des créatures à sacrifier sans pour autant devoir sacrifier ta grosse créature équipée. D'où le fait que le Sceptre de Célébration est en jeu. Malheureusement, je dis en grande partie que ça va régler le problème. Parce que le problème, c'est qu'il existe actuellement des cartes qui permettent de forcer le dude à sacrifier la créature la plus forte qui existe. Et là, à ce moment-là, même avec tes millions de jetons, tu peux rien faire, tu vas perdre ton gros dude. C'est impossible d'en revenir après ça. Enfin, pas impossible d'en revenir, mais c'est impossible de protéger ta grosse patate pleine d'équipements à ce moment-là. Il est impossible à protéger, malheureusement. Et voilà, ça reste que c'est un très bon équipement. Et en plus de ça, pour revenir sur les créatures, ça synergise extrêmement bien avec Killan.
Ben oui! Ça voyons. Ça synergise extrêmement bien avec Killan. Parce qu'en fait, tu peux juste aller chercher le set de célébration. Voilà. Donc, tu poses ensuite Killan, l'équipement, tu l'attaches dessus, t'attaques avec Killan, et boum! T'as la possibilité de transformer, de faire plein de petits doutes en un, qui vont en plus gagner un boost grâce à Killan, justement. Je tiens à rappeler que, sans le vert, ce serait pas possible de faire ça avec Killan. Même si t'avais Killan dans ton commander, tu pourrais pas faire ça avec le set de célébration. Tu sais, il existe un équipement qui donne d'autres bonhommes, mais on va y revenir. Voilà. Un très bon combo ensemble. Tu fais plein de dos qui vont gagner des boosts. Donc, si tu équipes d'autres équipements sur Killan, tes bonhommes vont encore plus être boostés que tu crées. Donc, c'est juste parfait, en fait. Ça va parfaitement ensemble. Oh! Il est temps maintenant de revenir en face. Maintenant qu'on a parlé du deck de Commander, voilà, vous avez pu le constater, c'est un deck de Commander assez puissant. Avec plein de bons tutors, plein de bonnes grosses créatures, plein de bonnes grosses cartes, bref. Tout ça pour dire que, voilà, je suis assez fier de ce deck équipement-là. Bon, évidemment, j'ai souvent demandé de l'aide à des personnes pour justement mettre des bons équipements, des bonnes cartes dans le deck. Mais voilà, c'est un deck que je trouve très satisfaisant à jouer, qui est vraiment très bien construit et tout. Mais, ce serait quand même moins intéressant d'arrêter de là et de plutôt parler de potentiels cartes qu'on peut ajouter dans le deck, parce qu'on parle quand même du commandeur multijoueur. Et je me suis dit que ce serait très intéressant de vous parler de bonnes cartes qu'on peut jouer dans ce deck-là, qui ne sont pas dans le deck, justement. Donc, c'est des subjections. Donc, on va parler maintenant de cartes subjection. Des cartes que j'ai notées dans mes feuilles. On peut parler. Des fois, des cartes que j'ai pas mis dans le deck pour de bonnes raisons. Des fois, des cartes que j'ai pas mis parce qu'il n'y avait plus la place, mais qui peuvent parfaitement s'intégrer dans le deck. Pour X raisons. Bref. Il y a plein de subjections à faire. On va commencer par des cartes qui peuvent possiblement arriver dans le deck. On va commencer donc par l'Enduril. Qui est un équipement. Qui est un équipement qui coûte 3 à jouer et qui s'équipe pour 2. Il donne plus 3, plus 1. Et qui dit qu'à chaque fois que la créature attaque, crée 2 jetons de Spirit 1-1 blanche avec le vol. Et ils arrivent à la place en jeu, engagé et attaquant si la créature équipée qui attaque était légendaire. En fait, ça ressemble beaucoup au set de célébration. Et en fait, c'est une carte que je vous suggère simplement de mettre si vous avez juste pas accès au vert. Qui est assez plus probable si vous avez un deck avec un autre commander, en fait. C'est plus Enduril qu'on va jouer à la place du set de célébration. Quant à la raison pourquoi j'ai pas mis cette carte-là dans mon deck, il y avait juste plus la place. Mais même dans le cas où vous aurez accès au vert, vous pouvez très bien ajouter le Enduril Flame of the West. C'est moins fort que le set de célébration, certes, mais ça reste quand même une très bonne carte en général. Ça reste quand même une très bonne carte qui va certes moins fortement pallier aux défauts par rapport au set de célébration, mais ça reste quand même une bonne carte d'équipement à ajouter. Ensuite, la prochaine carte que j'ai pas mis dans le deck, en parlant justement de forcer les adversaires à... là, celui-là, par contre, il va pallier complètement à 100% aux défauts des decks Voltron. Je parle bien évidemment de Sigarda, Host of Iron, qui est une... Hey! Tabarouette! On m'interrompt avec un raid que j'ai oublié de farmer parce que c'était une vidéo que je vais passer sur YouTube, mais bon, c'est pas grave. Merci Despotic Girl pour ton raid. T'arrives un peu sur la fin parce que j'ai terminé de parler des cartes du deck. De mon deck de... Ben, salut à toi Despotic Girl, j'espère que tu vas bien. Donc oui, pour ceux qui ne le savent pas, en fait, bon, je vous souhaite le bienvenue sur mon stream. Donc je suis en train de faire justement une vidéo pour justement présenter mon deck de Commander, justement. Bon, j'ai déjà présenté le deck. Je le posterai sur YouTube plus tard, donc je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube. Parce que c'est une vidéo que je vais poster sur ma chaîne YouTube, justement. Donc je vous mets le lien dans la description. Et on va faire un petit saut à Despotic Girl. Tic Girl. C'est ça. Voilà. Donc on va regarder un petit clip. Attendant, donc. Elle aussi a fait du Magic the Gathering, justement. Et c'est le GG. Et là, tu prends 24, je crois. 24 de dégâts dans ta fin. Ça fait bobo. Oui, aïe, comme tu dis. Ah non, 24 x 3, 72. Ah ben, bon, un calcul qui a fini par tuer l'adversaire.
Qu'est-ce mal qu'on... Oups. Qu'est-ce En tout cas, bref. qu'on fait contre ça? En tout cas, bref. On va revenir, on va revenir sur la vidéo en tant que telle. Mais bon, je t'invite à aller voir Despotic Girl si c'est pas déjà fait. Merci pour ton raid, ça fait vraiment super plaisir. Et ben, voilà quoi. Sinon, en attendant, on va rester sur les sous-sections, comme je disais. Donc, Cigarlord Astarion, en fait, c'est une créature extrême qui va juste complètement pallier à 100% le défaut des decks Voltron en général, équipement, aura, etc. C'est-à-dire le dos qui te force à sacrifier ton bonhomme le plus fort ou juste sacrifier un bonhomme. Elle, là, elle arrive en jeu, elle dit « Et permanent peut pas être sacrifié par vous autres. Mangez de la merde. » Puis en plus, c'est elle-même exprouve. Fait que ça, c'est une carte potentielle que je peux parfaitement mettre dans ce deck-là. Peut-être même à la place de Haki, lui qui donne des forces attaques supplémentaires, mais que j'ai jamais eu l'occasion réellement d'utiliser. Parce qu'en vrai, c'est pas si grave que ça, je l'ai pas. Ça ressemble plus à une carte Windmore plus qu'autre chose. Fait que je pense que c'est elle que je peux facilement mettre dans ce deck-là, en fait. À la place de Haki. Ensuite, une petite suggestion pour ceux qui veulent pas utiliser le fameux... voyons. Le fameux Shadow Spear, c'est ça. Donc le fameux Shadow Spear que j'ai dans le deck, c'est vrai que c'est une carte qui coûte une shit pognon. Une couille en or pour être plus précis. Et donc, ce que je vous suggère, c'est deux équipements. Le Loxodon Warhammer. Ah, marqué Loxodon Warhammer, voilà. Un équipement qui donne plus 3, plus 0, Trample Lifelink pour 1 et qui s'équipe pour 3. Et une autre carte en verte que vous pouvez jouer à la place. Que vous voulez. Oui, le Sledgehammer. Si on. Comme ça. Ah! Oh. Il montre la version allemande, mais bon, c'est pas grave. Donc lui, en fait, il donne plus 2, Trample, Lifelink pour 3 dons en vert et en blanc et en s'équipant pour 3 également. Ouais. Voilà, ça, vous pouvez mettre ça à la place. Évidemment, c'est une carte qui coûte plus cher en mana à jouer et qui s'équipe plus cher. Mais ça reste des alternatives si vous n'avez pas le budget pour acheter un Shadow Spear. Parce que je sais que le Shadow Spear, c'est une carte qui coûte extrêmement cher à jouer. Évidemment, il existe plein de cartes possibles à jouer. À la place d'équipements un peu trop chers, évidemment. Comme les épées, justement, par exemple. Vous pouvez facilement mettre d'autres équipements à la place. Si vous voulez baisser le budget. Ensuite, la prochaine carte dont on va parler, Sunforger. C'est quand même intéressant comme idée. Un équipement qui donne plus 4, plus 0, qui s'équipe pour 3 et qui coûte 3. Bon, les bonus, c'est pas terrible, mais surtout, pour un noir, pour un rouge et un blanc, pardon, et en le détachant, tu t'en vas chercher un instant rouge ou blanc avec une valeur de 4. On va compter le nombre d'instants et de sorceries qu'il y a dans ce deck. Et oui, je suis totalement sérieux. Donc j'ai des instants et des sorceries. Donc on a Barrage Charme. On a Surtout plus cher. On a ensuite... non. Non, ça c'est... Ah ben c'est des sorceries. Je peux pas aller les chercher. C'est des instants que tu peux aller chercher. Nature Slower? Non, c'est des cartes vertes, tu peux pas. Bon, ben c'est pas une bonne carte finalement. J'ai que 2 cartes que je peux aller chercher avec le Sunforge. Je pensais que j'avais plus d'instants sur mais non, finalement. Donc non, finalement, on jouera pas. Bon, et parlant de cartes que je ne joue pas. On va commencer par le Sword of the Animist. Donc ça, en fait, la raison pourquoi je joue plus, que j'ai joué avant, c'est simplement parce que, encore une fois, c'est un deck 3 couleurs avec une excellente base de mana. J'ai qu'un terrain de base pour chaque type, et elle va chercher que des terrains de base. Ça vaut pas vraiment le coup, je pense. Voilà, la jouer. Et enfin, 2 cartes que certaines personnes pourraient me dire que c'est une bonne idée que je mette dans mon deck, mais que ça l'est pas du tout. Salut Onimus Sharider. J'espère que tu vas bien en passant. Donc, je suis en train de parler du. Je suis en train de parler des subsections ou des cartes que j'ai pas mis dans le deck pour de bonnes raisons. En ce moment. Bref. Donc, soir de niveau. Je vais bien et toi? Moi, ça va super bien de mon côté. J'espère que tu vas bien toi aussi. Bref. Soir de niveau animé, j'ai pas assez de terrain de base pour que ça vaille la peine de jouer. Et surtout, il y a 2 équipements. Juste oui, ça va faire. Ensuite, les 2 dernières cartes qui peuvent potentiellement... Certains pourront me dire que potentiellement ces cartes peuvent être bonnes dans mon deck alors que ça n'est pas du tout. On va commencer par le Colossus Hammer.
Le Colossus Hammer, qui est très joué en moderne en ce moment, qui est joué en moderne en ce moment dans le fameux deck Hammer Time, qui permet justement de l'attacher gratuitement avec le cigare de Ace en jeu, et qui est juste ultra puissant en fait. Et plus 10, c'est violent quand même. Sur 20 points de vie, c'est vite dit. Et en plus de ça, il y aura un avantage que je le mettrai dans le deck, c'est qu'il est cherchable avec le fameux Urza Saga, dont on a parlé plus tôt. Un terrain qui va chercher un artefact avec une valeur de 1 incolore ou de 0 incolore. Vous savez voir si Kemba serait légal en standard. Oh oui, en effet. Mais bref. Donc le Colossus Hammer, pourquoi je l'ai pas mis dans le deck? Le problème, c'est son coût d'équipement qui coûte 8. Alors certes, j'ai effectivement plusieurs cartes dans le deck qui permettent justement d'équiper des créatures facilement pour 0 mana ou pour pas cher, ou pour diminuer le coût de mana. Mais c'est pas suffisant comme argument. Pour moi, c'est pas intéressant de le mettre quand t'as pas forcément la possibilité d'avoir des cartes qui permettent de diminuer le coût des équipements de tes cartes, en fait. Je veux dire, mettons que tu te retrouves avec ça en jeu, t'as pas moyen de diminuer son coût, il y a des chances que ça aille à rien, en fait, ton Colossus Hammer, en fait. Moi, je pense que c'est plus pertinent de mettre le Colossus Hammer dans un deck de Commander qui, justement, a la possibilité d'attacher des équipements gratuitement déjà sur tes cartes. Je pense, par exemple, à Arden, par exemple. Lui qui est l'intrépide archéologiste qui permet au début de ton combat d'attacher un aura ou n'importe quel nombre d'aura et d'équipements attachés à un permanent ou à un joueur. Ah, c'est juste extrêmement fort. Ensuite de ça, il y a Chakrat, porteur de putain. Il y a du Seigneur des Anneaux. Non, j'ai pas voulu marquer. H. Voyons. Et my god que j'écris mal. Ça fait perdre du temps. Voilà, Chakrat, Lootbearer. Quand il attaque, tu y attaches jusqu'à un équipement attaché dessus. Donc tu peux y attacher le Colossus Hammer gratuitement dessus. Me semble qu'il y en avait un autre. Ah oui, Galéa. Lui a la particularité d'être boss. D'être bande, pardon. Casser des auras des équipements. À chaque fois que tu casses un équipement, il gagne. Quand cet équipement entre en jeu, tu l'attaches automatiquement à une créature ciblée. Donc voilà. Ça, c'est des commandeurs dans lesquels je vais effectivement l'utilisation du Colossus Hammer. Mais pas avec Palladiamos, malheureusement. Dans Palladiamos, il y a Palladiamos peut pas attacher gratuitement des équipements sur des créatures ou sur lui-même. Donc pour moi, ça vaut pas le coup de mettre le Colossus Hammer dans le deck. Et enfin, la dernière carte dont j'avais envie de vous parler pour vous expliquer à quel point c'est une carte qui n'a pas rapport... Voilà. C'est le Edge Champion. Le Edge... Le Edge Champion, donc. Kama, à chaque fois que tu invoques un chat, il s'équipe gratuitement. Ah, ouais. C'est vrai que c'est cool, ça. Kemba, c'est vrai qu'il y a certains decks, c'est cool. Mais je pense qu'il est plus viable en tant que commander pour jouer autour du nombre de créatures que tu contrôles avec des équipements qui jouent autant de nombre de créatures que tu contrôles. Mais bref. On va revenir au Edge Champion, donc c'est une 2-2 pour 3 incolores qui dit que il a la protection contre toutes les couleurs dans le Metalcraft. On va pas se mentir, c'est une calice de bonne carte. C'était déjà joué à une époque en moderne dans les decks affinités. C'est pas pour rien avec le fameux... Voyons. Le fameux équipement qui donne plus 1 plus 0 pour chaque artefact que tu contrôles. C'est excellent. Voilà. On combat avec ça, là. Tu peux rien faire contre ça parce qu'il y a protection contre toutes les couleurs. C'est génial. Il n'y a aucun problème. Donc, on va pas se mentir, c'est une sacrée bonne carte pour des decks équipements. Juste un problème. Et là, on va compter ensemble. Sur les 28 équipements qu'il y a dans le deck... Ah, c'est vrai, j'avais déjà compté. Mais bref. Sur les 28 équipements dans le deck, il y en a 13 qui sont colorés. Pour résumer, presque, quasiment la moitié de la stratégie qui est inaccessible. Ça veut dire que tu peux te retrouver avec le Edge Champion en jeu, plein de bons équipements, et pas pouvoir les attacher parce qu'il y a la protection contre toutes les couleurs. LOL! Bon, au final, en fait, le Edge Champion, ça dépendra pas du commander que vous jouez, mais ça va surtout dépendre de votre build, en fait. De la façon dont vous avez build votre deck d'équipement, en fait, en commander. Si vous avez un deck avec beaucoup plus d'équipements qui sont colorless et que colorless, le Edge Champion, c'est une carte parfaite pour votre deck. Mais dans mon cas ici, vu que j'ai un peu trop d'équipements qui sont colorés, c'est pas une bonne idée. D'ailleurs, en comparaison, c'est pour ça que je préfère le Mirren Crusader, qui est beaucoup moins contraignant, dont je vous ai parlé tantôt, qui est dans le deck, justement. Donc, que je vous ai parlé tantôt.
une Dodo Double Strike qui a juste la protection contre le noir et le vert, c'est parfait comme ça. La protection contre le noir, on va pas se mentir, ça n'a pas de défaut. Et la protection contre le vert, c'est pas si grave que ça en fait. Pour la simple raison qu'on a que 4 équipements en vert. Un petit sort qui donne Expro, mais en fait, non, même pas. Tu peux pas y donner un marqueur +1/+1 avec le petit sort, le guard qui donne Expro à toutes tes créatures modifiées, tes équipements, tes auras. Mais c'est loin d'être gros comme défaut. C'est vraiment pas si grave que ça. Voilà. Selon le build, être champion peut te faire chier ou bien te supporter. Ben oui, c'est pour ça que je dis que dans mon deck à moi, c'est pas une bonne carte, parce qu'il y a trop d'équipements colorés dans mon deck. Alors que dans un deck équipement où il y a quasiment que des équipements qui sont colorless, tu peux parfaitement le mettre dans ton deck, il n'y a aucun problème. Voilà. Bref. Et voilà. Donc, c'était ma deck tech sur Paladiamos The Runner. Voilà. Donc, un très bon deck équipement que j'aime beaucoup jouer. Donc, je vais vous mettre le lien dans la description sur la chaîne YouTube et je vais vous le mettre ici. Donc, hein, voilà. Je vais vous mettre dans la description. Voilà, si vous voulez consulter le deck équipement, n'hésitez pas à aller dans la description. Si vous voulez voir la liste au complet actuellement, bon, ça se peut très bien que la liste se modifie au fur et à mesure du temps pour la simple et raison que ben, je modifie des fois mes decks assez souvent des fois. Donc ça se peut que si vous décidez de cliquer sur cette vidéo, que vous cliquez dans le lien genre plusieurs mois plus tard, ça se peut des fois qu'il y ait quelques cartes qui aient changé en fait par rapport à la présentation de la tech que je vous ai montré. Bref! En tout cas, je remercie à toutes les personnes qui étaient là sur... je remercie toutes les personnes qui étaient là sur cette vidéo. Et du coup, ben, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Possiblement, probablement, sur mes prochains records sur Mario Kart DS. Mais sinon, je vous invite à aller sur ma chaîne Twitch où je suis plus actif. Je vous invite à aller sur ma chaîne Twitter aussi et sur le Discord Gathering si vous voulez pas manquer les news de mes prochains streams. Et du coup, ben, on se retrouve à la prochaine. Allez, salut YouTube!